Ja, und Sie sehen es hier auf der Großleinwand noch immer New Horizons, unser Motto. Und wir sind ja schon seit gestern daran, unsere Grenzen abzustecken und unsere Horizonte einzusehen und vielleicht darüber hinaus zu sehen und sie vielleicht ein bisschen neu abzustecken. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr tun. Wir waren ja schon zu Land mit ganz vielen Referentinnen und Referenten. Wir waren auch schon zur Luft mit Thomas Zurbuchen von der NASA. Was fehlt uns noch? Gut, Sie sind alle noch in der Mittagspause, vielleicht zu Land, zu Wasser und in der Luft. Also wir wollen uns jetzt aufs Wasser begeben. Und wenn wir schon aufs Wasser gehen, dann machen wir das mit jemandem, der Abenteuer erlebt auf dem Wasser, die wir uns nicht vorstellen können, die wir uns schon beim Zuschauen nicht vorstellen können, geschweige denn, wenn man sich vorstellt, dass man das selber erlebt. Wir haben einen Extremsegler zu Gast, aber bevor ich ihn groß vorstelle, lassen wir ihn das gleich selbst tun. Film ab. Je m'appelle Alan Roura, j'ai 20 ans et là je me lance en solitaire, quoi. On va voir ce que ça donne. Soyez les bienvenus, Alan Roura. Bonjour Alan. Bienvenue Alan. On peut s'asseoir ou on peut être debout comme vous voulez. On fait comme Pourquoi ça. pas. Bonjour, bonsoir. Enchanté et soyez les bienvenus. On a vu un peu ce que vous faites. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée Globe, que vous venez de boucler ce février, Exactement. expliquez-nous de quoi il s'agit. Oh, il s'agit d'une aventure avant tout, et aussi une course, une compétition entre une équipe, un marin, un bateau et un tour du monde. Donc c'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc l'objectif est de partir des Sables d'Olonne et de revenir aux Sables d'Olonne en passant par les 3 caps, donc Bonne-Espérance, Léwin et Le Cap Horn, et tout ça dans des conditions extrêmes. Donc c'est une aventure hors norme. C'est un peu le projet d'une vie, c'est-à-dire que pour les marins, c'est comme gravir l'Everest pour les montagnards. Donc, moi, j'ai ce rêve en tête depuis toujours, et voilà, j'arrive à mon 2e Vendée Globe maintenant. C'est incroyable. Vous êtes tout seul pendant 96 jours, c'était cette année. Il faut être un peu spécial pour le faire. J'espère que vous me permettez ce... et on veut un peu parler de ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Il y a toujours un peu des mythes autour du Vendée Globe. Un mythe que j'ai entendu, et vous me dites si ce n'est pas vrai. Apparemment, on ne peut pas demander de l'aide. Alors, si on a un problème, si on a un accident, si on est blessé, on doit le faire lui-même ou elle-même. Et il y a cette histoire, il y a eu un concurrent qui apparemment a coupé sa langue. Exactement. Et il a dû la rattacher lui-même. Expliquez-nous comment c'est possible. C'est possible. Alors, on suivit un tas de formations. On est un peu multitâche. Apparemment, oui. Ouais. Et du coup, c'était Bertrand de Broc. Donc, c'était sur le Vendée Globe dans les années 80, de souvenirs. Et ce marin, en fait, dans une vague, a eu un choc et s'est ouvert la langue en 2. Et effectivement, dans le bateau, on a une pharmacie à bord qui nous permet de faire plein de choses. Ah. Mais de là à prendre un fil et une aiguille et à se recoudre la langue... Ah là là.
Bon, c'est devenu une légende depuis ce moment-là d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas de miroir non plus dans le bateau. Donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Donc il y a tout un... Et le bateau bouge, et ça va vite, et on est fatigué. Et pour la petite anecdote, en 2016, un skipper du Vendée Globe s'était blessé à la tête. Et malheureusement, en fait, malheureusement, avec la fatigue, avec la mer, il voulait s'agrafer la tête. Et il s'est agrafé la joue. Voilà, donc autant dire que pour se recoudre la langue, c'est osé, c'est très osé. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas avant, maintenant vous le savez, c'est un concours assez spécial. Il faut être dans un état d'esprit assez spécial aussi. Bon, déjà, on est seul. Après, on a tous ces pouvoirs, la nature contre soi. Dans quel état étiez-vous? Je pense que quand on décide de faire un tel projet, on est un peu fou, on est dans un état d'esprit de solitude totale. Alors on a des moyens de communication à bord du bateau qui nous permettent de même faire des visioconférences depuis le bateau. Moi j'ai toujours décidé de me couper du monde, de rester un petit peu dans ma bulle. Ce qui est assez rigolo, on trouve ça rigolo au fur et à mesure des années, mais c'est d'arriver à passer du rire aux larmes en l'espace d'une dizaine de secondes. Ouais. Et cette étape-là, on va la reproduire une vingtaine, une trentaine de fois dans la journée. Donc on passe par toutes les émotions, tous les états d'esprit. Un jour, on a envie d'abandonner, le lendemain, on a envie de gagner la course. Le plus dur dans ce genre d'aventure, c'est la guerre qu'on a contre soi-même. C'est la guerre la plus dure qu'on peut s'imaginer. Je pense que quand on se bat contre soi-même, seul, avec personne qui peut nous aider, c'est très difficile. Mais on s'en sort, on s'en sort. Cette solitude, de quoi vous parlez, vous la cherchez, vous l'avez dit. Apparemment, vous n'avez téléphoné avec votre femme que 3 fois, je crois, oui. Pendant 96 jours. Vous faites ça exprès pour pouvoir vous protéger, pour ne pas avoir du mal, pour ne pas désespérer. Je pense que l'envie d'appeler est là. Le problème, il est qu'on est dans un monde parallèle. C'est très difficile d'exprimer ce qu'on vit réellement. Et nous, on a un peu l'envie, quand on part en mer seul, que la vie de tous les jours à terre, en fait, s'arrête. Ouais. On n'a pas envie que le monde continue. On a envie de retrouver nos amis là où on les a laissés, c'est-à-dire sur le ponton au départ. Et donc forcément, l'envie de communiquer par téléphone ou par mail est assez complexe finalement. Et c'est vrai que j'ai appelé 3 fois ma femme, 1 fois mes parents à Noël, et ça a duré 2 minutes. Donc je suis vraiment pas... J'essaie plus de les préserver, parce que forcément, moi, dans ma tête, sur l'eau, je ne m'en rends pas compte, mais je deviens fou. Donc autant qu'ils ne se rendent pas compte de ça. En plus, vous avez une petite fille, Billy, qui avait 3 mois. Ça vous n'a pas arraché le cœur, presque? Ça a été très difficile le jour du départ. Ce qui a été le plus dur par rapport à ma fille, c'est même pas par rapport à ma fille. Je pense que mentalement, la phase la plus compliquée de ce tour du monde a été de laisser ma femme tout gérer à terre. C'est très égoïste comme sport. On part 3 mois tout seul sur l'eau, sans savoir si on va revenir. Et on laisse tout derrière soi, c'est-à-dire l'entreprise, mon entreprise qui gère le projet, la maison, la petite, et tout ça, c'est ma femme qui a dû gérer pendant cette période. Et je me suis senti coupable, coupable en fait de cette situation, et en même temps très fier parce que ce projet-là, on l'a mené à 2. Ouais. Et malheureusement, on met toujours la gloire sur le sportif, mais on oublie qu'il y a toute une équipe, il y a toute une famille derrière aussi. Et une femme derrière qui a fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et comment gérez-vous ça? Parce que vous avez dit le nom ou le mot égoïste. J'aurais pas osé le demander moi-même, parce que je trouve que c'est un peu jugeant. Mais si vous le dites vous-même, vous considérez un égoïste si vous faites des projets comme ça? Alors oui et non, c'est assez étrange parce que finalement on a un mode de fonctionnement très égoïste envers sa famille, le fait de partir loin et tout seul, et par contre on partage avec le monde entier nos aventures. Donc finalement il y a ce côté égoïste vraiment pour les proches, mais finalement on fait rêver tellement de gens. C'est des projets, là cet hiver on a eu la chance de pouvoir partir avec la situation du Covid, et finalement on a fait rêver la terre entière avec notre Vendée Globe. Et les gens n'ont pas perçu ça comme un côté égoïste des marins, mais plutôt comme des gens qui partagent en fait leur aventure.
Donc moi, je me sens égoïste vraiment par rapport à ma femme et ma petite fille. Et je viens de penser que vous êtes un des seuls qui a pu fuir la pandémie. Ouais, pas de masque pendant 3 mois. Si on est dans la nature, comme vous l'êtes, et puis vous aimez la nature, je sais, mais quand on est sur un océan et quand les pouvoirs de la nature sont contre soi, est-ce que la nature est plutôt un ennemi ou vous le considérez comme un ami ou comme une famille aussi peut-être? Parce que vous êtes très lié à la mer déjà, et à l'eau. Bah forcément, on a un lien quand on est tout seul sur l'eau. Déjà, notre bateau est un mélange entre notre meilleur ami et notre épouse. Il y a ce lien qu'on va avoir avec le bateau. Et l'océan est une force de la nature incroyable. Il faut savoir, à un moment donné, avouer d'être vraiment faible et de contourner des systèmes météorologiques qui ne nous laissent pas passer. Donc on se retrouve des fois dans des conditions où on n'a pas le choix. On va se retrouver avec 12 mètres de vagues, tout seul sur son bateau, avec 120 km/h de vent. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On a peur. On a peur. Non, mais on a peur. On se dit, mais voilà, cette phrase, je l'ai ressortie plusieurs fois, mais je pourrais être dans un chalet, en train de manger de la fondue, tranquillou, avec le feu de bois, et je suis tout seul, dans le Grand Sud, sur un bateau, avec des vagues de la taille d'un immeuble. Mais pourquoi je fais ça? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais attends, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai choisi d'être là. C'était mon rêve et je vais aller au bout pour me prouver à moi-même qu'en fait, j'en suis capable. Et finalement, on affronte la nature, même si elle est souvent beaucoup plus forte. On l'a vu sur le dernier Vendée Globe, il y a eu de la casse, il y a eu un bateau cassé en deux, un marin perdu, enfin on l'a récupéré, mais au milieu de l'eau. Et donc, il faut être humble avec l'océan. C'est vrai que vous parlez avec la nature, que vous dites merci à chaque océan quand vous le quittez? Complètement. Quand on change d'océan, on a tendance à ouvrir une petite bouteille. Ah d'accord, pour fêter. Pour fêter. C'est comment dire, on picole beaucoup sur ces bateaux? Non, pas beaucoup. Non, on le fait parce que c'est un rituel de marin de génération en génération où on continue de faire perdurer cette légende finalement. Et donc on prend une goutte pour le marin, une goutte pour le bateau et une goutte pour l'océan. Et quand on donne une goutte pour l'océan, c'est un remerciement finalement de nous avoir laissé passer en fait et changer d'océan. Donc on remercie finalement tous les jours, pas parce qu'on boit tous les jours, mais on le remercie tous les jours parce que c'est une chance incroyable d'être là, quoi. C'est presque un peu, je dirais un peu côté baba, quand on dit qu'on est tellement proche à la nature, qu'on devient presque la nature, ou on risque de devenir très très spirituel dans ces aventures. Alors je pense que pendant les aventures, oui, le plus dur c'est l'arrivée à terre. C'est incroyable parce qu'on passe... Mon premier Vendée Globe, j'avais fait 105 jours de navigation et je me souviens le lendemain, on est parti des Sables d'Olonne en voiture pour aller faire une tournée médiatique. Et ma femme me dit, prends le volant, je dois travailler, prends le volant. Et pour donner un exemple bête, mais je me suis retrouvé sur l'autoroute et j'étais à 60 km/h avec la voiture et j'avais peur. J'avais peur parce que ça allait vite. Et finalement, on oublie la réalité de la vie de tous les jours, parce qu'on devient sauvage. Il faut imaginer de vivre dans une grotte qui fait 4 mètres carrés pendant 100 jours à peu près. Donc il y a une réadaptation à avoir au fur et à mesure des jours quand on arrive à terre. Vous êtes plus à l'aise sur l'eau, quoi, c'est ça? Un peu plus à l'aise sur l'eau, je pense. Ça a beaucoup à voir avec votre vie et votre histoire, qui est extraordinaire. C'est comme dans un roman d'aventure, et autant plus que vous êtes suisse. Alors dans un pays qui n'aborde pas une mer, vous avez vécu presque toute la vie sur la mer. Racontez-nous un peu de votre jeunesse, de votre enfance qui est extraordinaire. On a eu la chance d'avoir une famille un peu folle avec mes frères et sœurs, et on connaît bien la situation en Suisse, c'est-à-dire que d'acheter une maison c'est très compliqué, ça vaut très cher. Nous on habitait Genève et de louer en fait un appartement, mon père trouvait ça un peu jeter de l'argent par les fenêtres et il s'est dit on va acheter un bateau et on va vivre sur le lac. Comme ça, en fait, on va pouvoir économiser un maximum d'argent et puis pourquoi pas partir un jour voyager. Et on est parti, on a changé de bateau, on a acheté un voilier et on était parti en 2001. Vous avez quel âge? J'avais 8 ans. Et finalement, on ne savait pas pour combien de temps ce voyage allait durer et on est rentré après 11 ans de voyage. Et l'idée, c'était de travailler dans les 4 coins du monde, d'apprendre d'autres cultures,
de croquer la vie à pleines dents. Et moi, à ce retour de cette aventure de 11 ans, j'avais ce rêve de gamin de me lancer dans la course au large. Mais j'ai jamais été à l'école, j'ai jamais mis les pieds dans une école de ma vie, sauf aujourd'hui. Un jour, j'ai entendu, non? Pour s'inscrire et puis pour repartir. Ouais, où il y avait une colonie de vacances. J'ai fait une fois, ouais. Et du coup, c'est vrai que le retour à la réalité a été très difficile, parce que qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant? J'ai aucun diplôme, jamais mis les pieds à l'école, et qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis dit, je fais de la course au large parce que c'est mon rêve de gosse, et je tente ma chance. Vous vivez votre rêve, et puis ce qui est extraordinaire, vous êtes assez jeune pour quelqu'un qui fait ça et pour faire ses courses. C'est aussi pour ça qu'on avait vu le Vendée Globe 24, c'est votre prochain projet. C'est vrai qu'il faut 10 à 20 millions de francs pour pouvoir gagner le Vendée Globe? Oui et non, c'est-à-dire que en budget, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bateau, c'est une chose, il y a le skipper, donc le pilote, on pourrait appeler ça comme ça, et à côté de ça, on a toute une équipe technique qui va gérer le bateau. Donc un bateau, aujourd'hui, il faut compter à peu près 4,5 millions d'euros pour l'achat d'un bateau, et en fonctionnement par année, on va compter 2 millions d'euros de fonctionnement par an. Là-dedans, on va prendre 10 personnes dans l'équipe à travailler à plein temps, plus un bâtiment à Lorient pendant 4 ans. Ouais. Donc tout ça fait que ce sont des budgets qui sont conséquents, mais finalement, quand on regarde par rapport à d'autres sports, on est un des sports qui a le plus de visibilité pour un coût moindre. Donc c'est le gros travail aujourd'hui d'arriver à expliquer ça à des chefs d'entreprise pour qu'ils osent venir avec moi sur le prochain Vendée Globe. Alors, s'il y a des sponsors, peut-être ici, vous êtes toujours là. Je suis disponible. Et on va continuer à voir où le chemin vous amène. Vous avez parlé de ce personnage un peu fou. On peut vous appeler un fou, ou ça vous énerve? Pas du tout. Il y a un aspect positif aussi d'être un peu fou, non? Je pense qu'on ne fait pas ce genre de... On choisit pas cette vie-là si on n'est pas un peu fou. Donc oui, fou, un aventurier fou, un fou tout court, je l'assume complètement. Ouais. Vous connaissez la nature comme nous, on ne la connaît pas. D'un côté, on l'a dit, ça peut être brutal, ça peut être violent, ça peut être extrêmement beau aussi. Votre souvenir le plus beau du Vendée, est-ce qu'on peut juste avoir un, ou est-ce que chaque jour est une merveille? Il faut imaginer, quand on est sur nos bateaux, chaque journée est totalement différente. Alors on a un ciel bleu, on a un océan bleu, on a le soleil de temps en temps, et il y a un bateau. Mais en fait, la peinture qu'on a devant nos yeux, parce que finalement tout devient une peinture, les vagues, le dessin des vagues, et chaque jour est magnifique. Alors il y a des journées qui sont moins belles que d'autres, c'est vrai. Ouais. Je pense que le plus beau tableau, c'est le passage du Cap Horn. Quand on passe le Cap Horn, c'est le Graal du marin, et quand on se retrouve là avec cette image de ce caillou, généralement c'est la seule terre qu'on voit sur tout notre voyage, tout notre tour du monde. Il y a une espèce d'émotion, et cette journée elle est incroyable. Ça reste à chaque fois. Mais c'est très dangereux, c'est ça, non? Tour du Cap Horn. Oui, le Cap Horn, c'est pas une légende, c'est très dangereux. Normalement, ou d'habitude, quand on parle avec des aventuriers qui sont beaucoup dans la nature, ils ont toujours un message, parce que c'est quand on vit la nature comme vous le faites, vous voyez aussi un peu la fébrilité de la nature et ce qu'on fait avec elle. Vous avez un message comme ça aussi pour nous? Alors, mon bateau n'a pas de message. Il y a beaucoup de bateaux qui ont des messages inscrits sur la coque ou dans les voiles. Moi, le message, j'essaie de le transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Je pense qu'il faut sensibiliser un maximum les gens. Forcément, l'océan, il y a beaucoup de poubelles, il y a des choses sales, on la voit, la pollution, on la sent. Et je pense qu'il va falloir du temps pour que ça rentre dans la tête des gens. Maintenant, il y a un gros travail qui a été fait avec le Vendée Globe, avec tous les concurrents, où on a une charte de sustainability qui est très importante. Et du coup, on fait des tournées dans des écoles, dans des entreprises. On essaie de montrer un exemple qui n'est peut-être pas forcément le meilleur, parce qu'on construit des bateaux qui sont en carbone, parce qu'on pollue quand même. Mais en tout cas, qu'il y a un message comme quoi on peut faire un tour du monde à la voile. Et de ne pas forcément prendre l'avion dès qu'on peut, d'essayer d'avoir une vie finalement la plus simple possible. Et le message aujourd'hui, c'est ça. Et après, moi, mon message personnel, il est peut-être moins sur la nature, mais c'est que quand on veut, on peut. Et tous mes projets jusqu'à aujourd'hui, que ce soit ma première course, à devenir chef d'entreprise aujourd'hui, et d'être un skipper professionnel, j'ai pas vraiment gagné de course jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai fait rêver de la jeunesse. Comme on n'a pas l'habitude, on a toujours envie, la jeunesse a envie de suivre un athlète qui gagne. Et aujourd'hui, moi, je vois des jeunes qui ont envie de suivre un athlète qui vit son rêve.
Et ça, c'est un beau message, je trouve, aujourd'hui. C'est magnifique, on va le prendre avec nous. Une vie impressionnante, une carrière impressionnante, et on va regarder le futur et on va espérer pour le 24. Merci beaucoup, Alan Roa. Merci beaucoup. Merci. Merci.